Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un moment vraiment clé de l'histoire de la vie. Comment les vertébrés ont-ils fait pour sortir de l'eau, pour aller conquérir la Terre? Bonjour. Oui, c'est une question fascinante. On va s'appuyer sur une analyse assez éclairante, je trouve, d'une vidéo de Hank Green qui explore justement tous ces défis. Et c'est vrai que la Terre, pour un animal aquatique, c'est radicalement différent. C'est hostile même. La gravité, l'air qui est sec, les radiations, la température. Exactement. C'est un changement monumental. Et l'idée, c'est de comprendre comment certains poissons ont réussi à adapter leur structure, leur fonction pour survivre là-dedans. Parce que ça n'a pas été simple, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ce n'était pas gagné d'avance, hein. Beaucoup de lignées ont essayé et ont échoué. On va essayer de décortiquer les adaptations les plus importantes, celles qui ont vraiment permis cette incroyable aventure. D'accord, alors, commençons par ce qui semble le plus évident peut-être. Bouger, se déplacer sur Terre, avec cette gravité qui nous plaque au sol. Comment on fait quand on a l'habitude de flotter? Eh bien, les poissons à nageoires lobées, qui sont nos ancêtres, enfin les ancêtres des tétrapodes, donc de nous, les vertébrés terrestres, ils avaient un avantage. Ah oui, Lequel? leur nageoire était charnue, et surtout elle contenait déjà une structure osseuse assez robuste. On y trouve l'équivalent de notre radius, de notre cubitus, et même des ébauches de doigts. Incroyable. Déjà présent. Oui, et c'est un super exemple de ce qu'on appelle la néofonctionnalisation. C'est-à-dire qu'une structure qui existait déjà, elle est réadaptée pour une nouvelle fonction. Ici, pour supporter le poids hors de l'eau, j'imagine. C'est ça. Le fossile Tiktaalik, par exemple, il illustre très bien cette étape intermédiaire. On voit bien ces nageoires qui deviennent presque des pattes. Donc, une structure qui était là pour nager, et hop, elle sert à marcher. C'est différent de ce qu'on voit chez certains poissons actuels, comme le périophthalme, le mudskipper, là, qui grimpe sur la vase. Ah oui, tout à fait. Le périophtalme, il se débrouille bien sur Terre, c'est vrai, mais il n'a pas cette structure osseuse interne aussi développée, aussi robuste dans ses nageoires. D'accord. Fondamentalement, nous, les tétrapodes, on est juste une lignée de poissons qui a poussé cette adaptation des nageoires lobées vraiment très loin. On est, en quelque sorte, oui, des poissons terrestres. Des poissons terrestres. J'aime bien l'image. Bon, ok pour les membres. Mais alors, la vision. Ça me paraît un défi énorme. Comment un œil fait pour l'eau peut fonctionner dans l'air? La physique n'est pas la même, non? C'est un défi gigantesque, peut-être même, selon certains, plus grand que celui des membres. Tu as raison, la lumière, elle ne se courbe pas, elle ne se réfracte pas de la même manière dans l'eau et dans l'air. Et donc, il a fallu tout changer. Il a fallu compenser, en tout cas. La cornée, par exemple, est devenue plus bombée. Et puis, il y a eu le développement de muscles pour déformer le cristallin, pour faire la mise au point. C'est un peu comme si on avait réinventé l'autofocus, quoi. D'accord. Et ce n'est pas tout, j'imagine, hein. Ben non, il faut aussi protéger cet œil à l'air libre. Donc, développement des paupières pour protéger et humidifier, des glandes lacrymales pour produire les larmes, et même une pigmentation spéciale pour filtrer les UV qui sont bien plus forts hors de l'eau. Et là aussi, il y a une histoire de néofonctionnalisation, c'est ça? Au niveau des protéines? Absolument. Encore une. Les protéines qui forment le cristallin, qu'on appelle les alpha-cristallines, elles dérivent en fait de protéines qui, chez les poissons à l'origine, aidaient les cellules à résister au stress. Le stress thermique ou lié aux UV par exemple. Donc une protéine bouclier qui devient une lentille optique. Exactement. C'est fou, non? Une protéine de protection réutilisée pour l'avion. C'est assez dingue, oui. Bon, on peut bouger, on peut voir, mais il y a un autre truc vital. Comment on fait pour ne pas se dessécher comme une vieille prune? La peau des poissons, elle est faite pour rester dans l'eau. C'est le problème fondamental, oui. La déshydratation sur Terre. Nos cellules ont besoin d'eau et la peau d'un poisson est très perméable. La solution, ça a été le développement d'une couche externe imperméable. Grâce à quoi? Grâce à la kératine, c'est une protéine très résistante qui forme une barrière efficace contre la perte d'eau. La kératine. Comme dans nos cheveux, nos ongles. Mais elle vient d'où chez les poissons, cette kératine? Ils n'ont pas de poils. Et voilà encore une surprise. Cette kératine, elle existait déjà chez les poissons, mais pas à l'extérieur. Elle était à l'intérieur des cellules. Elle faisait partie de leur structure interne, de ce qu'on appelle le cytosquelette, donc une protéine de structure interne. Hmm, qui a été, encore une fois, réutilisée, néofonctionnalisée pour créer une couche protectrice externe. Une couche de cellules mortes, mais remplie de cette kératine super résistante et flexible. Et ça, c'est considéré comme crucial.
Ah oui, peut-être même l'adaptation la plus importante, celle qui nous a vraiment permis d'emporter un peu de notre océan intérieur avec nous sur la terre ferme. Et c'est cette couche de kératine qui est à la base des écailles des reptiles, mais aussi des plumes, des poils, des griffes, des cornes. Même les amphibiens en ont un peu, c'est ça? Oui, même eux, ils ont une fine couche, même s'ils dépendent encore beaucoup de l'humidité. D'accord. Donc, membres, vision, peau. Il reste la respiration. On pense souvent que les poumons, c'est la grande invention pour vivre sur Terre. C'était ça le plus dur. Eh bien, figure-toi que non. En fait, c'est presque le problème le moins compliqué de tous. Ah bon? Pourquoi? Parce que les poumons, ils sont apparus bien avant la sortie de l'eau. On estime ça à plus de 400 millions d'années chez l'ancêtre commun de tous les poissons osseux. Mais pourquoi faire s'ils étaient sous l'eau? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils servaient déjà à respirer l'air, directement à la surface, dans des eaux qui devaient être pauvres en oxygène dissous comme des marais, des eaux stagnantes. D'accord. Et d'où viennent ces poumons à l'origine? Encore une structure détournée, c'est une excroissance du tube digestif, de l'intestin en fait. Du système digestif. Et il y a cette histoire étonnante avec la vessie natatoire des poissons actuels. Oui, et c'est ça le plus contre-intuitif. Chez beaucoup de poissons aujourd'hui, la vessie natatoire, ce sac rempli de gaz qui leur permet de contrôler leur flottabilité, eh bien c'est en fait un poumon modifié. C'est le poumon qui est devenu vessie natatoire, pas l'inverse. Exactement. C'est le poumon ancestral qui a été réadapté pour la flottabilité chez certaines lignées de poissons. Donc pour revenir à la sortie de l'eau, les poumons, ils étaient déjà là, prêts à l'emploi si on veut. Ce n'était pas ça le principal obstacle. Tout ça, ça nous amène à une idée qui peut paraître un peu bizarre, cette formule qu'on entend parfois, les poisons n'existent pas. Enfin, d'un point de vue évolutif strict. Oui, c'est une façon un peu provocatrice de le dire. Ça signifie que si on voulait créer un groupe poisson qui soit cohérent d'un point de vue phylogénétique, c'est-à-dire qui inclut un ancêtre et tous ses descendants, eh bien il faudrait nous inclure dedans. Les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Nous sommes tous des descendants d'une certaine lignée de poissons. On est plus proche d'un bar que le bar ne l'est d'un requin, c'est ça. Voilà, exactement. Nous partageons un ancêtre commun plus récent avec un poisson osseux comme le bar, que ce bar n'en partage avec un poisson cartilagineux comme le requin. Mais au-delà de la simple classification, ça veut dire quelque chose de plus profond, non? Que nous sommes, au fond, des poissons vachement modifiés. Précisément, c'est ça l'idée clé. On a beau avoir adapté toute notre physiologie à la vie terrestre, on porte en nous, très profondément, cet héritage de l'océan. Comment ça va? Ben regarde, nos fluides corporels, notre sang, notre lymphe, ils ont une concentration en sel qui est étonnamment proche de celle de l'eau de mer ancestrale. Notre cristallin, dans l'œil, garde des propriétés adaptées à l'eau, même s'il a été modifié. Nos poumons viennent du tube digestif de ces anciens poissons. Notre peau imperméable utilise une protéine qui était interne dans leurs cellules. On est pétri de cet héritage aquatique. Ce qui amène à une réflexion un peu philosophique peut-être. Est-ce qu'on a vraiment quitté l'eau, au fond? C'est une bonne question. Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt trouvé un moyen génial d'emporter notre petit bout d'océan avec nous, à l'intérieur de notre peau kératinisée, pour pouvoir explorer ce monde hostile qu'est la terre ferme? On transporte l'océan en nous, physiquement et à travers toute notre histoire évolutive.